C'est trop on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et comme vous le savez maintenant, je rencontre énormément d'entrepreneurs et de start-upers un petit peu partout. Et il y a quelques années, on m'a présenté Florian Godel, que j'interviewe aujourd'hui. Alors Florian Godel et ses associés ont créé une société qui s'appelle The Method Consulting. Et dans l'absolu, on va dire qu'ils font quelque chose qui est assez proche de ce que je peux faire en termes d'accompagnement très opérationnel d'entrepreneurs et de start-up, jusqu'à une problématique de levée de fonds par exemple. La grosse différence, c'est que eux, ils le font depuis Phnom Penh, au Cambodge. Et vous allez voir comment Florian a choisi, après un passage en Chine, comment il a choisi de s'installer au Cambodge et comment le pays aujourd'hui encourage et supporte les démarches entrepreneuriales et innovatives sur la scène start-up locale. Avec Florian, on parle bien sûr de son parcours, de ses choix, de comment il est arrivé au Cambodge et beaucoup finalement de ce qui se passe et de la scène entrepreneuriale locale et sur la région, puisque finalement beaucoup des sociétés qui l'accompagnent ne peuvent pas s'en tenir que à un pays comme le Cambodge qui a une énorme croissance, mais vont aussi viser ce qui se passe au Laos et sur les pays voisins. Avec Florian, on a beaucoup échangé au cours de ces dernières années, parce qu'on a beaucoup de choses en commun, et c'est vrai qu'on a souvent comparé un petit peu justement les tendances, les actions justement au niveau des levées de fonds, les problématiques d'innovation, et aussi la méthode d'accompagner les entrepreneurs dans leur démarche et leurs projets. Donc c'est un excellent échange qu'on va avoir avec Florian, que je vais vous laisser découvrir dans un instant. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le lui dire, pour dire à Florian que vous avez aimé cet entretien. Vous pouvez aussi nous conseiller sur une amélioration dans les sujets, nous donner des idées, nous poser des questions. N'hésitez pas à le faire, à me laisser des commentaires et des likes sur Spotify, Apple Podcasts, Stitchers, enfin là où vous écoutez votre podcast de d'habitude. Également, le plus important, c'est de faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas à le partager. Et de plus, je vais avoir une petite nouvelle à vous annoncer à la fin de cet épisode. Donc on se retrouve juste après cet entretien avec Florian pour découvrir le lancement d'un tout nouveau show. Je vous en dis plus tout à l'heure. Bonjour Florian, bienvenue sur Backstage. Bonjour Greg, merci de me recevoir. Eh ben, avec grand plaisir. Alors là, aujourd'hui, on fonctionne à distance. Hein. Tu n'es pas avec moi dans le bureau parce que tu es dans quel pays en ce moment? Toi, tu voyages beaucoup. Tu es basé à quel endroit? Alors là, en ce moment, je suis au Cambodge. C'est notre deuxième bureau en fait. C'est là où on travaille en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc à Phnom Penh, hein, c'est ça? C'est ça. On est à Phnom Penh. Il fait beau, il fait chaud. On profite du beau temps et on bosse aussi des fois. Alors, ce qui est génial, c'est que tu es basé à Phnom Penh, tu travailles beaucoup sur l'Asie du Sud-Est, on va dire en général, même si tu touches un petit peu à la Chine et à Hong Kong, hein, beaucoup. Et tu travailles de manière très très rapprochée avec le monde des startups et on rentrera un petit peu dans ces questions-là aussi par la suite. Et ton agence qui s'appelle The Method Consulting, donc travaille avec des startups, mais aussi de l'autre côté avec potentiellement des investisseurs et aussi des stratégies d'innovation pour d'autres plus grands groupes. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, on est une entreprise de consulting on essaie de positionner sur du startup friendly, si tu me pardonnes l'anglicisme, oui. Mais c'est le côté, voilà, on essaie d'avoir une approche terre à terre et proche des entrepreneurs. En fait, ça c'est vraiment, on va dire, la base de ce qu'on fait. Donc l'idée simple, c'est de regarder un peu ce qu'une entreprise fait, comment est-ce qu'elle peut le faire mieux. Et comme tu le devines très naturellement, et puis comme tu l'as vu énormément, je pense, dans ces dernières années, chaque start-up, chaque petite entreprise qui veut se développer a beau avoir un super plan, une super équipe, si elle n'a pas de budget pour financer ça, ou des partenaires stratégiques pour ça, bah en gros, tout peut tomber. Tout peut s'arrêter là. Donc du coup, ce qui fait qu'on a deux services principaux, qui est la stratégie, on va dire la conceptualisation, la création d'idées et la mise en place de plans d'implémentation basés sur ces stratégies-là,
et l'investissement où on va faire du coup soit de l'investissement direct dans des entreprises souvent très très early, enfin très très jeunes, ou alors de la mise en relation avec des investisseurs qu'on connaît maintenant assez bien, donc des venture capital, des private equities, ou encore des business angels qui ont des gros tickets d'investissement. On travaille aussi en synergie avec pas mal d'entreprises qui s'intéressent à l'innovation. C'est pas notre focus principal, mais on a travaillé déjà avec quelques boîtes dans l'assurance ou dans le bancaire pour travailler avec certaines de nos startups. Voilà, on essaye de trouver les réponses aux problèmes des startups ou des clients qu'on a en tout cas en général autour de nous. Alors, une des questions directes qui va résonner auprès de tout le monde, c'est pourquoi au Cambodge en fait? Est-ce que on est bien d'accord que le Cambodge est pas encore une des nations les plus avancées en termes de start-up et innovation, et vos clients sont tous au Cambodge? Alors pour l'instant, déjà oui, c'est une super question parce que elle revient tout le temps, donc c'est vraiment pas mal. C'est vrai que souvent des entrepreneurs qui viennent de Chine, parce que j'ai passé pas mal de temps, sortent de Chine pour aller en Asie du Sud-Est, ils regardent souvent la Thaïlande ou le Vietnam, ce qui est pour moi en tout cas un très bon choix. Nous en tout cas, enfin ce que j'ai regardé, c'était un petit peu en sortant de Chine, je voulais voir un petit peu l'Asie du Sud-Est en général. Donc je me suis dit bon, où est-ce que je peux aller? Et où est-ce que je pourrais poser une équipe durable, etc. Donc je me suis surtout renseigné auprès des lois, des écosystèmes entrepreneurs, etc. Donc forcément quand on regarde dans l'écosystème de Bangkok est énorme, celui d'Ho Chi Minh grossit énormément, enfin du Vietnam même en général, mais celui du Cambodge en tout cas est un petit peu l'underdog, enfin le challenger dans tout ça, parce qu'il y a une très faible population, mais en fait l'intérêt vers l'économie startup est hyper importante en fait. Donc en gros il y a énormément d'engouement pour ça et surtout c'est un terrain assez vierge. Donc en fait c'est là où nous on s'est dit voilà, on est une jeune agence, faut pas, en plus on est sur un positionnement très jeune et voilà, on est quand même assez jeune dans l'équipe quoi. Donc du coup on s'est dit voilà, plutôt que de se battre dans un terrain où peut-être beaucoup de choses sont déjà faites, autant partir sur un terrain peut-être un peu plus compliqué, mais où on pourra faire nos preuves rapidement. Et pour l'instant en tout cas c'est les conclusions qu'on a pu vérifier. Après, il y a un deuxième point qui est vraiment essentiel, c'est que moi je vois l'Asie du Sud-Est comme une Chine 2 en fait, parce que pour moi la Chine, voilà, il y a Shanghai, il y a Canton, il y a Shenzhen, il y a Chengdu, il y a plein de villes en fait qui sont très très lointaines en fait les unes des autres, et mais qui sont unies par un pays. Et en fait, c'est un petit peu la même chose, je dirais, pour l'Asie du Sud-Est. Après, il y a beaucoup de particularités par pays, mais enfin voilà, au Cambodge, on est à une demi-heure de vol, par exemple, de Ho Chi Minh. Où on est, en fait, il y a une énorme proximité, ce qui fait que moi, je bouge beaucoup, du coup, autour de ces pays-là. En tout cas, quand je suis basé au Cambodge, c'est vraiment pour partir dans tous les pays du coin, en fait, de Hong Kong à Singapour, vraiment pour me balader, pour aller trouver des startups, des investisseurs dans tous ces écosystèmes-là. Ce qui fait que tout est assez communicant. C'est pas isolé comme on pourrait dire je suis en Chine ou je suis en Europe, ça n'a pas vraiment la même différence. Alors c'est marrant parce j'avais reçu Sylvain Joandel dans un épisode il y a pas si longtemps, quelqu'un qui a vécu très longtemps en Chine et qui était maintenant à Singapour pour Faber Novel, et en effet c'est exactement ce dont il parlait en fait, c'est que on parle d'une zone régionale, enfin c'est une région totale en fait, c'est pas que un pays avec un marché comment dire très établi, c'est plein de petits pays, plein de petits marchés différents, avec des états de maturité, d'innovation et autres qui sont aussi différents d'un pays à un autre. On va pas parler de la même chose à Singapour, au Cambodge ou en Indonésie, ça c'est certain. Exactement. Et donc des comptes. Alors, ce qui est marrant, c'est que en effet, ton choix du Cambodge était vraiment étudié, ça a été analysé en amont, et tu as pris le Cambodge pour tout un tas de critères que tu viens d'énoncer. Ça fait combien de temps que tu es au Cambodge maintenant? Alors, j'ai fait les premiers pas au Cambodge il y a 3 ans. Okay. Après, pendant 1 an et demi, c'était vraiment beaucoup d'allers-retours depuis la Chine. Parce que tu as vécu en Chine aussi, hein. Du coup, tu as vécu combien d'années en tout en Chine? Je suis arrivé la première fois en Chine en février 2011. Donc là, ça va faire 8 ans bientôt. Donc en fait j'avais fait toutes ces années j'avais fait 6 ans, un peu plus de 6 ans en Chine, et maintenant ça va faire vraiment 3 ans que je suis au Cambodge avec des allers-retours, et ça fait 1 an et demi que je suis vraiment implanté au Cambodge. Et où je fais, parce qu'en fait c'est aussi une question de structuration, c'est qu'en fait en ayant développé le business model, en essayant entre Chine et Cambodge, je me suis rendu compte que organiser les équipes au Cambodge dans le business model qu'on a actuellement faisait beaucoup plus de sens.
parce que ça nous permettait, bon, je vais utiliser un terme un petit peu startup, mais de pivoter rapidement, de changer le business model, mais surtout de faire beaucoup de tests, parce que je pense que voilà, il faut échouer beaucoup de fois sur beaucoup de différents modèles pour s'assurer que ce qu'on fait est vraiment ce qu'on aime et ce qui marche le mieux. Donc du coup, c'est ça le Cambodge m'a vraiment permis. Parce que encore une fois on peut avoir une équipe dans un endroit plutôt sympa, et ça franchement je pense que pour tout entrepreneur ça fait vraiment la différence aussi d'avoir le beau temps, d'avoir accès à une bonne nourriture constamment, de pas avoir à se mettre en danger. Non mais c'est vrai, parce que c'est vrai que quand j'étais à Canton en tout cas c'était vraiment le feeling que j'en avais à la fin, quoi. C'était le côté il fait gris tout le temps, la nourriture est pas forcément toujours top, c'est souvent c'est de plus en plus cher, et après on se demande même qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Ouais. Donc du coup c'était un petit peu ce côté je pense que pour entreprendre quelque chose, il faut pouvoir voir sur le long terme, et voir le long terme, c'est pas seulement avoir une ambition large et penser très loin en termes d'entreprise. Il faut pouvoir se permettre de vivre personnellement longtemps dans un endroit. Et du coup, c'est ce que je dirais l'Asie du Sud-Est permet plus que la Chine, en fait. Il y a une visibilité plus longue personnellement, en tout cas. Alors, on le voit bien, côté digital nomade, on voit que la Thaïlande avec Chiang Mai, par exemple, c'est un peu la capitale du monde, Bali aussi, et Phuket, je crois, en number 3. Côté Cambodge, aujourd'hui, c'est facile pour un entrepreneur de venir, de s'implanter et démarrer une boîte? Oui, c'est vraiment simple. En fait, les lois sont quand même bien adaptées pour ça. Il y a un intérêt vraiment marqué maintenant de plus en plus pour l'innovation, pour les startups. Okay. Il y a un accès assez facile aussi au ministère, qui sont, encore une fois, on ne parle pas de grosses aides publiques pour l'instant, mais il y a un intérêt vif pour l'innovation. Donc, on a souvent des rendez-vous avec justement le ministère du Commerce pour développer une loi e-commerce, parce que pour l'instant les lois e-commerce n'existent simplement pas. Même s'il y a déjà des activités e-commerce qui sont florissantes, mais disons voilà, c'est un work in progress, et ça c'est vraiment quelque chose de sympa. Il y a une espèce de symbiose et surtout une grosse dynamique, et pas seulement, on va dire, parce que c'est souvent quelque chose d'éduquer l'entrepreneuriat, où il faut souvent avoir fait de grosses études, même si avoir travaillé à l'international, etc. Il y a beaucoup de locaux en fait qui se lancent dans l'innovation au Cambodge. Bon, après, il y a des bons projets, il y a des moins bons projets, et ça arrive même partout, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. C'est que c'est quelque chose que j'ai plus vu, on va dire, en termes de prorata en Asie du Sud-Est qu'en Chine, sur l'espèce d'appréciation à partir vers l'innovation, et pas à prendre juste un gros boulot dans une belle boîte, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose de sympa et de très motivant, parce que c'est une population très très jeune, et on peut parler du Cambodge parce que bon là c'est symptomatique, je dirais, de la région, c'est un petit peu partout pareil. Il y a vraiment beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de moins de 30 ans, du coup, qui ont dévoré Internet, quoi, qui ont eu la 4G directement quand ils étaient petits, qui ont eu beaucoup et du coup, ça crée une espèce d'appétit pour l'innovation, d'appétit pour l'entrepreneuriat, qui est, à mon avis, super intéressant, et qui devrait nous servir à tous d'exemple, quoi. Et alors du coup, côté startup, tes clients, c'est qui? Alors les startups que tu accompagnes, c'est des startups locales, des Cambodgiens? Est-ce que c'est des étrangers qui sont basés sur place? Est-ce que ces boîtes-là sont en dehors du Cambodge et ailleurs sur la zone? Dis-nous-en un petit peu plus sur le type, le profil en fait des sociétés que tu accompagnes, et puis essaye aussi de m'expliquer un petit peu mieux le service que tu leur proposes à ces boîtes-là. Ok, ça marche. Alors du coup, pour les startups, il y a deux types de services. Donc comme je le disais plus tôt, il y a la partie stratégie, où en gros tu viens avec ton projet, on va le regarder avec toi, on va voir quel est ton plan d'action, la stratégie que tu as définie et pourquoi. Et en fait, ça vient souvent ça va venir souvent d'une espèce d'observation qu'on va faire de ton projet avant même que tu nous en parles quelque part. On va essayer de regarder si tu sors un petit peu du lot dans un environnement ou un autre, si tu as pitché ici ou si. Et du coup, on va regarder un peu et on va essayer de définir ton environnement, tes problématiques, et après, du coup, on va en discuter avec toi et confronter les idées, etc. Ça, c'est la partie, on va dire, très workshop qu'on met en place gratuitement en fait au début avec les startups avec qui on pense pouvoir travailler, parce qu'en fait on travaille sur du long terme à chaque fois avec chaque startup. Donc quelque part il faut ça peut pas être juste tiens, ce projet l'équipe est bonne, le marché a l'air bon et le pricing est bon, donc vas-y on bosse avec eux. C'est vraiment sur de l'interrelationnel. Il faut vraiment construire quelque chose de solide avec l'entrepreneur, parce que tout bon consultant
ne peut revendiquer les résultats que s'il a un retour positif de l'entrepreneur qui va les appliquer. Si c'est pas appliqué, quelque part, tu peux leur donner tous les meilleurs exemples du monde, toutes les nouvelles idées du monde, bah, quelque part, ça servira à rien. Donc, en fait, il y a une grosse partie, on va dire, repérage, workshop qu'on fait avec chaque startup, qu'on présélectionne. Et du coup, une fois qu'il y a déjà, on va dire, un bon engouement et un bon feeling, bah, en fait, là, on regarde ce qui est vraiment faisable. Est-ce que l'entrepreneur a besoin juste d'un plan d'action, on va dire, basique? Okay. On va regarder simplement et on va dire bon bah écoute, pour le marketing pour les 6 prochains mois fais ça, pour le développement IT fais ça, si tu as besoin de contacts on t'en file. Là pour l'instant encore une fois on n'est pas rémunéré là-dessus en fait. C'est 100% gratuit à ce niveau-là. En fait là nous on va commencer à regarder et avoir de l'intérêt pour l'entrepreneur. C'est est-ce que basé sur cette discussion-là et sur ce qui va se passer, est-ce qu'on a de l'intérêt auprès des investisseurs qu'on a, ou est-ce que tu as besoin de lever des fonds par exemple. Donc en gros, si tu as besoin de lever des fonds, on va regarder ça de plus près, on va établir un pitch deck avec toi et on va t'aider à financer auprès des entrepreneurs, enfin des investisseurs ou des corpos s'il te faut un partenaire stratégique pour t'aider à te développer. Donc toi, tu as aussi développé, The Method, vous avez aussi développé un pool en fait d'investisseurs potentiels. Exactement. Être intéressant. En fait, c'est quelque chose d'assez continu si tu veux. Oui. En fait quand tu évolues dans ce domaine-là, tu as toujours 3 gros piliers. Tu as le pilier des startups, tu as le pilier des investisseurs et tu as le pilier des corpos qui sont toujours en fait alignés. Il y a toujours un truc à faire entre les 3. Donc en fait, nous en travaillant très proche des entrepreneurs, on a forcément il faut donner on va dire un maximum de services à ces entrepreneurs et à ces startups. Il faut travailler près des investisseurs et des corpos et après il faut voir aussi comment positionner tout ça. Donc nous on a décidé de se positionner 100% entrepreneur en fait. Donc si on prend ces 3 piliers, on est 100% sur entrepreneur et en fait on va trouver les investisseurs qu'il leur faut. Donc on développe continuellement en fait un réseau d'investisseurs. Que ça aille encore une fois de business angel à private equity en passant par les venture capitals. On regarde un petit peu ce que eux rechercheraient, ce sur quoi ils ont déjà investi, s'ils sont solides ou pas. Et en fait, en fonction des startups qu'on a, vu qu'on en a peu quand même, ça nous permet d'être très ciblé et très clair en fait auprès de l'investisseur. Et la question se pose un peu de la même façon pour les corpos, c'est-à-dire qu'on a toujours un réseau aussi passif de corpos, de grosses entreprises qui cherchent à travailler dans l'innovation. Et on sait à peu près pourquoi, dans quel objectif, et en gros une fois qu'on a encore une fois une startup qui correspond à un de ces critères et qui pourrait avoir intérêt à travailler avec ce corpo plutôt qu'un autre, on va l'appeler et on va discuter avec soit les CMO, soit les CEO directement pour voir en fait ou les pôles d'innovation pour voir comment faire avancer aussi bien de l'entreprise corpo que la startup. Donc, voilà. D'accord. Donc le besoin en fait de la startup, elle est vraiment dans son développement et c'est là où vous allez supporter le développement de cette boîte-là en les mettant en relation et en les accompagnant dans le développement de partenariats stratégiques potentiellement, alors soit avec des investisseurs, soit avec des partenaires stratégiques comme des corpos ou autres. Et donc vous êtes vraiment dans l'accompagnement du développement en fait de cette boîte-là. Exactement. Et en fait, après, donc comme je te le disais, il y a une partie dans le domaine stratégie où on va juste mettre en relation, enfin donner un plan d'action, avec de potentielles mises en relation pour que voilà, en gros, c'est un peu un goût de karma, quoi. On se dit bon voilà, ils méritent d'être aidés, on va leur filer ça, et puis et nous on serait biaisé si on prenait déjà une commission là-dessus, et c'est trop peu de travail pour qu'on demande un financement, ou une commission là-dessus. Donc bon, on se dit voilà, autant donner ça gratuitement. Par contre, après, on met en place en fonction des projets et de la nécessité des projets, on met en place des packages payants. Donc par exemple pour de l'accompagnement plus mensuel par exemple, enfin en tout cas plus suivi. La gamme de services en fait peut aller du monthly follow-up, du suivi mensuel sur une activité précise à un suivi au quotidien avec 370, enfin une vue à 360, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur du marketing, sur du sales, sur du suivi de projet, de structuration de supply chain. Voilà, il y a quand même pas mal de points de vue parce qu'en fait on met un point, on va dire une stratégie en place avec la direction et pour la direction, et on aide la direction après à l'implémenter au sein de ses équipes. D'accord. Ou avec les partenaires externes si l'entreprise est petite et qu'elle traite avec des externes. Est-ce que vous prenez des parts des projets ou vous êtes vraiment rémunéré au service fee retainer? En fait, justement, c'est la suite du workshop gratuit, c'est de définir les besoins, et en fait, en fonction de ces besoins, on va dire bon voilà, on a plusieurs solutions, il faut travailler ça, et on propose donc soit de prendre un fee, soit de prendre des parts en fonction du projet, soit
soit de prendre qu'un pourcentage sur performance en fonction de tes résultats. Mais en fait, c'est très, encore une fois, je peux pas te dire, tiens, dans ce scénario-là, c'est ça. En fait, c'est très gut feeling, en fait. C'est vraiment basé sur, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on a vraiment un intérêt, et est-ce qu'on a surtout, nous, de l'intérêt à apporter, et du soutien à apporter à l'entrepreneur, ou est-ce qu'on se sent un petit peu limité sur ce type de sujet? Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est toujours une espèce de discussion ouverte. On va dire, voilà les options. On va pas se vexer si t'en prends pas, parce que de toute façon, on va quand même te donner des contacts si possible. Mais si t'es intéressé, on va te suivre. Donc voilà, en fait, si tu veux, on a ce côté-là un petit peu hybride de l'accompagnement, quoi. Je pense que c'est une vraie nouvelle tendance en ce moment où les gens essayent au maximum d'être rémunérés sur la performance en termes d'agence ou d'accompagnement ou autre. Parce qu'en fait, ça suffit plus aujourd'hui de dire, bah voilà, j'ai un catalogue de services et bah tu prends le même service que tout le monde et que ta boîte j'y crois ou j'y crois pas, que ton projet j'y crois ou j'y crois pas, bah c'est pas grave, tu payes et moi je te délivre ce que tu m'as acheté en fait. Ouais. Donc, vous pouvez pas faire ça puisque c'est le même principe de ce que moi je peux proposer comme accompagnement. Je suis obligé de croire dans le projet, je suis obligé d'avoir identifié un certain potentiel, de croire dans le développement de ce projet-là, de m'entendre bien aussi avec les startups. Et vous c'est pareil, vous allez pas pouvoir, c'est pas parce qu'il y a toutes les boîtes viennent vous voir pour vous demander de l'aide que vous allez l'accepter techniquement. Exactement. Ouais, et puis je pense que c'est là où tu veux en venir aussi, c'est t'es obligé d'avoir une symbiose avec l'équipe parce qu'il y a énormément de commitment, de dédication à avoir pour le projet, et du coup c'est pas juste achète-moi ce produit-là et puis je te le vends et puis je fais un profit. Il y a énormément de temps à passer. Et en fait, autant c'est une nouvelle tendance, mais aussi c'est symptomatique d'un marché nouveau. Parce que on voit, et ça c'est vraiment basé sur l'expérience, c'est ce que j'ai appris en tout cas des 3 dernières années, en voyageant énormément même dans des villes développées quelque part où il y a des gros pôles d'innovation. Bah, on se rend compte que quelque part c'est c'est encore très jeune, hein, c'est très nouveau. Il y a beaucoup maintenant de boîtes en Europe en tout cas, et il y en a maintenant je pense de plus en plus aussi en Asie. Je pense à Agorize, aux entreprises qui travaillent, on va dire, entre corpo et start-up. Enfin, il y a des modèles qui se mettent en place et je suis vraiment content que ça arrive parce que ça montre que le marché évolue, et qu'il commence à y avoir un petit peu plus de place. Donc, en fait, nous, on se bat un petit peu dans le sens où on veut pas brasser un maximum de start-up et dire, OK, on essaie de vendre ces produits-là et on essaie d'y aller et c'est pas tailor-made parce qu'on pense que ça arrivera peut-être un jour. En fait, d'ici peut-être 5-10 ans où les entrepreneurs seront directement en se disant, ah oui, je crée ma boîte, donc vaut mieux j'aille voir 2 méthodes tout de suite pour qu'ils mettent tout de suite et que je prenne. Enfin, voilà, en fait. Mais en fait, je pense que pour l'instant, on n'y est pas du tout et ça s'applique pas que, encore une fois, pas que au sud Chine où je passe pas mal de temps, mais aussi au sud asiatique. Je pense que c'est vraiment, c'est une tendance générale, quoi, parce que tout le monde commence à s'y intéresser. Mais tout le monde garde encore, je parle du côté investisseur, beaucoup de personnes ont encore beaucoup d'alternatives à l'investissement dans l'innovation. Je pense notamment à l'immobilier. En tout cas en Asie du Sud-Est, c'est vraiment ce qui fait la plus grosse concurrence à l'innovation, parce que il y a pas vraiment photo là-dessus. Un investissement dans une start-up, c'est toujours risqué et surtout très difficile à estimer, très difficile à prévoir, alors que voilà, t'investis dans la terre, tu sais que, ou dans la pierre, en tout cas tu sais que tu auras un rendement sur quelques années identifiable, quoi. Et donc du coup, il y a toujours cette mentalité là qui doit se construire. Après il y a énormément de travail, il y a un travail énorme, je trouve, apporté par les VC, qui font en tout cas vachement en Asie, et je trouve qu'en Europe maintenant c'est marrant parce qu'il y a une tendance aussi de s'impliquer de plus en plus dans la vie de l'entrepreneur de la part des VC qui le font de plus en plus, et ça je trouve que c'est assez naturel en fait en Asie. De ce que j'ai vu, c'est que même les premiers venture capital qu'il y a pu y avoir en Cambodge par exemple, c'était en gros des corpos qui ont alloué des gros budgets d'innovation, qui ont été en gestion d'une boîte de conseil, mais la boîte de conseil justement elle fait pas juste du financement, elle va commencer à regarder comment et ça c'est quelque chose que je trouve en fait qui est de plus en plus naturel, en tout cas d'un point de vue global, mais en fait qui est juste nécessaire ici, quoi. C'est que un venture capital aura toujours nécessité d'aider le projet parce que quelque part c'est pas qu'une question d'argent en fait, et surtout pas ici en fait, où les marchés se forment, etc. Donc du coup il y a un côté, je dirais, très mentoring, très prise de temps, donc prise de risque qui est donné par toute la communauté. Et je pense que sans ce travail-là, on n'arrivera pas à avoir un écosystème mûr, quoi.
Alors justement, comment toi tu choisis les sociétés que tu vas accompagner? Est-ce que c'est c'est une thématique industrielle, une industrie propre? Est-ce que on parle de fintech, on parle de foodtech? Est-ce que tu choisis tes dossiers comme ça ou tu as d'autres caractéristiques que tu suis? On a des sweet spots, je dirais, mais en fait, le plus important, c'est d'essayer de penser à la spécificité du marché. Pour moi, au début, je prenais un petit peu à la légère en me disant, voilà, on peut prendre un projet fintech qui soit à Hong Kong ou à Singapour, voilà, ça changera pas forcément grand-chose. Et puis, on regardait un petit peu, même s'il n'y avait pas des projets fintech, même au Cambodge, par exemple, parce qu'il y en a un petit peu vers le microfinancing. Et en fait, il y a quelque chose aussi qu'on a vu, et c'est la nature de l'environnement qui est hyper importante. C'est par exemple, si on prend le Cambodge par exemple, on va avoir tendance à prendre des projets qui ont un business model très identifiable et un revenu à créer assez rapidement. Okay. Je sais qu'en général, même des investisseurs privés vont te dire, voilà, c'est important d'avoir un business model, voire 2 ou 3, pour être sûr que voilà, il y aura des revenus stream et que ça ira sur le long terme. Mais le problème, en fait, inhérent au marché très jeune, et là, le Cambodge, je pense que c'est très simple, c'était un parfait exemple de tout ça, c'est qu'en gros, au Cambodge, pour l'instant, des levées de fonds en seed, ou alors on va dire en pré-série, il y en a eu beaucoup cette année, c'est super, d'ailleurs, il y en a eu 12, et je pense qu'on en fera 15, en tout cas, il y en aura 15 d'ici la fin de l'année. Nous, on en aura sûrement un deuxième du coup bientôt. En fait, là, tu te dis, c'est bien, mais par contre, les séries A, série B, ça n'existe pas, quoi. Et tu m'avais posé une question, je pense un peu plus tôt, et je crois que je l'ai pas répondu. C'est qu'en gros, des projets au Cambodge qui vont partir en dehors du Cambodge, il y en a encore que très peu, quoi. C'est-à-dire que tu peux lever au Cambodge et grossir un peu, mais en gros, qui te dit qu'il y aura un prochain tour de table? Personne. Parce que tu seras pas encore, t'auras pas forcément les proportions pour ça. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà des solutions de financement, des fonds d'investissement qui sont capables d'accompagner sur une série A ou B ou autre, ou ça aussi c'est pas encore construit parce que finalement le marché n'est pas encore là, quoi? En fait, c'est un problème qui n'est pas forcément basé sur est-ce qu'il y a des liquidités, parce qu'il y en a, en fait. Je pense que c'est sur la maturité du marché, encore une fois. C'est que t'as eu des venture capital early stage qui se sont mis en place, qui sont pas mal, qui sont en plus représentants de gros groupes régionaux. Donc non, là-dessus, il y a pas trop de problème, je dirais, sur la liquidité. Il y a même, je pense, beaucoup trop d'argent. Par rapport au nombre de projets, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais en gros, tu as ce problème-là d'avoir beaucoup d'argent. Et le problème, c'est que derrière tout ça, on va dire que t'as ces fonds-là qui sont dédiés sur des montants maximum, on va dire 250 000, tu vois, 300 000 $. Après, tu as des fonds un petit peu, on va dire, qui vont plus peut-être taper dans du 150 000 plus aider, tu vois, plus consulting derrière, plus réseau, etc. Mais en fait, tu as un gap en fait entre les 250 000 et les 2 millions, par exemple. Qui fait que du coup, les 2 millions, t'en as aussi pas mal, tu vois, t'as des private equities. En fait, c'est marrant parce que ailleurs qu'au Cambodge, ce serait pas des private equity parce que 2 millions, c'est pratiquement rien. Mais par contre, au Cambodge, 2 millions, c'est le ticket qui se disent, bon voilà, s'il y a une startup assez grosse et que c'est intéressant, 2 millions, pourquoi pas. Mais en vrai, ils font la principale partie de leur investissement, ça va être du 5, 7, 8, 12 millions sur des projets d'infrastructure, on va dire, dans les terres ou tu vois des terrains à acheter ou à louer, etc. Donc en fait, voilà, il y a de l'argent, il y a de l'intérêt, mais en fait, ça manque encore de. C'est un marché à deux vitesses. Il faut que les startups avancent aussi pour que les investisseurs avancent aussi, quoi. Et donc les 15 boîtes là qui ont réussi à clôturer un tour de seed par exemple, donc c'est de l'investissement très très tôt. Est-ce que toi, avec ce regard peut-être un peu plus expérimenté où tu as vu des choses dans plein d'autres marchés sur la zone, est-ce que tu considères que ces 15 boîtes elles méritaient, c'est-à-dire que c'était vraiment intéressant, ou est-ce que c'est un peu par défaut en disant il faut quand même commencer à miser parce qu'il n'y a pas non plus énormément de projets et on sent que les investisseurs si tu veux, ils ont donné un petit peu facilement sur des projets qui ailleurs n'auraient peut-être pas mérité. En fait, il y a un peu de tout, je dirais, mais en tout cas, il y a quand même une solidité sur même si le projet pour moi était pas forcément le plus solide du marché, parce que il y en a eu plusieurs, notamment sur le e-commerce en fait. Et c'est un petit peu mon résumé de comment les projets qu'on va regarder pour l'Asie du Sud-Est vont être, on va dire sur l'ASEAN, hors Singapour, Indonésie, Malaisie, vont être plutôt basés sur du e-commerce, logistique,
parce que en fait encore une fois il y a très peu d'infrastructures gouvernementales, il y a pas de poste, il y a pas de delivery companies, il y en a pas beaucoup, enfin il y en a mais ça se structure quelque part. Donc en fait si tu regardes ça, t'en as je pense dans les en fait les 3 plus gros acteurs au Cambodge par exemple qui sont en plus du multivertical souvent, qui sont passés on va dire qui faisaient du livraison à domicile de nourriture, sont passés après sur du livraison à domicile de courses. Enfin, en fait tous ces acteurs là dont Mill Temple Group, donc que nous on a financé cette année, qui en gros ont tous levé. Après ils ont pas tous levé dans le même ordre, ils ont pas tous levé pour les mêmes montants, ce qui est quand même assez même pour les mêmes valorisations, ce qui est quand même un peu bizarre de temps en temps, parce que sur des leaders de marché en fait si on prend même l'exemple des leaders de marché, je crois qu'ils ont levé moins que les nouveaux quoi en fait. D'accord. Et du coup c'est là où c'est un petit peu en termes de valorisation, c'est là où du coup c'est très frivole, très c'est encore une fois très peu c'est des deals qui sont faits quoi quelque part à l'ancienne. C'est immature en fait, on n'y est pas exactement encore, que ça part un peu dans tous les sens. On manque de volume, tu vois. En fait, il y a un manque de volume aussi qui fait que tu vas pas pouvoir faire une valorisation à comparatif facilement. Bien sûr. Une valorisation comparative, c'est en gros t'as fait tant, ton concurrent a fait tant, sa valorisation c'est tant, donc toi c'est tant. Et du coup ça, tu peux pas trop le faire parce que tu peux regarder peut-être le marché d'à côté, mais les marchés d'à côté ont tellement plus de population, ou alors même le pouvoir d'achat fait une vraie différence parce que c'est pas qu'une question de population quand on parle de B2C market, il y a aussi combien est-ce qu'ils sont capables de dépenser, etc. Et quand on commence à regarder ça, on se dit c'est difficile d'établir une valorisation. Et en fait, la valorisation va se définir sur un coin de table, sur un meeting de combien tu es prêt à mettre et combien moi je suis prêt à donner. D'accord. Et du coup, ça va dépendre des situations énormément. Tu vois, il y a beaucoup de circonstances en fait dans la négociation. D'accord. Ce qui fait que ça implique un manque de stabilité. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de projets. Pour revenir à ta question, je trouve que les projets ont été assez solides en fait. Parce qu'il y en a eu peu, mais ils ont tous été dans des domaines où on peut identifier un futur. Il y a quelque chose à faire. Ça va être du microfinancing, du microloan. Enfin, tu vois, il y a tout un suivi de ça, de la fintech, un petit peu. Il y a une partie logistique où encore une fois, la logistique c'est plus comme le monde quelque part comme business, mais avec un appui tech, ça permet d'aller un peu plus loin, un peu plus vite. Donc du coup, voilà, ça reste, je dirais, des investissements assez safe pour des valorisations qui me paraissent tout à fait correctes. Et ces startups, elles sont montées par des Cambodgiens ou elles sont montées par des étrangers qui sont venus s'installer au Cambodge? Il y a vraiment de tout, et c'est ce qui me plaît davantage par rapport à après on parle de petits, on parle de 15 levées en un an, on parle pas de passe en Chine, mais en termes de proportion, il y a quand même beaucoup d'expats, beaucoup, pas à 100%, mais il y a quand même, je pense 4 projets sur les 15 qui ont été faits par je crois par des Français d'ailleurs, en plus 3 Français, ça c'est sûr. Du coup c'est vraiment pas mal, mais après ça veut aussi dire que les marchés locaux sont quand même assez dynamiques. On a notamment Khmer Load par exemple, c'était pas cette année, mais je crois que d'ailleurs ils ont relevé cette année, mais en fait c'était un média en ligne au Cambodge et au Myanmar, tu vois, qui s'est développé depuis le Cambodge, et ça c'est des perspectives hyper intéressantes. Parce que le côté régional aussi est intéressant, et c'est pas pour l'instant, en tout cas, les entreprises au Cambodge ont eu du mal à s'exporter par manque, je pense, de réseau et de financement. Et là, elles commencent un petit peu à y aller, quoi. D'accord. C'est vrai que après, il peut y avoir des intérêts d'un pays à un autre, et les pays de la zone, en fait, sont tous en train un peu de se développer au même moment, sur les mêmes bases. Ouais. Et c'est vrai que ça doit être, il peut y avoir un intérêt en disant s'il y a un besoin qui a été identifié dans un marché, potentiellement que le marché d'à côté, il peut aussi avoir ce même besoin au même moment. Exactement. Et ça peut être. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est pour ça que j'aime bien en fait le Cambodge pour ce point-là, c'est que c'est un gros bac à sable quelque part. Moi, je le vois vraiment comme c'est pas péjoratif du tout, c'est plutôt l'inverse, c'est pour tester un maximum de trucs. Si je prends rapidement l'exemple de Mill Temple Group, en fait, c'était, ils ont commencé avec du food delivery, donc livraison à domicile de restaurants, de restauration. Et en fait, on s'est juste rendu compte, quand c'était des rapports amicaux au début, c'était même pas business, on se rendait compte qu'ils avaient des pics de performance dans la journée, parce que bien sûr il y a les commandes à livrer, mais les mêmes staff en fait sur la journée, il y a plein de moments où ils étaient payés, mais ils n'avaient pas de livraison à faire, quoi. Tu vois les zones creuses entre, on va dire, 15h et 17h, quoi, quelque part. Bien sûr. Et on s'est dit, écoute, pourquoi pas utiliser les mêmes ressources, c'est-à-dire que t'as dû développer, en fait, son entreprise a dû développer un call center internalisé, une équipe de livraison internalisée, une équipe de dev internalisée, tu vois, pour développer la technologie et s'assurer que tout se passe bien. En fait, tu te dis, voilà, t'as déjà tout d'internalisé, et en fait, ce serait stupide de se limiter qu'à ce système-là, quoi, quelque part. Bien sûr. Parce que plus tu auras de vertical, en fait, plus tu auras de business lié à ces mêmes constructions internes, et
plus tu auras de scalabilité, enfin, et plus tu pourras faire d'argent par staff. Et en fait, c'est là où du coup, Maxime Rosburger, donc qui est français, qui a levé il y a pas si longtemps que ça, et qui maintenant a pas mal de boulot, et c'est bien pour lui. Mais du coup, qui a du coup travaillé ses verticales, il a lancé du coup après la livraison de groceries. Donc en fait, tout ce qui va être supply de supermarché, tu veux faire tes courses, tu peux commander sur grocery.delivery.esia. Ouais, ça a du sens. Et en fait, ça fait hyper sens, mais en plus, c'est qu'il va pas juste acheter au supermarché et te le livrer, il va parler directement au distributeur. Et le distributeur, il va être naturellement après connecté à tes restaurants. Enfin, tu vois, il y a tout un espèce d'écosystème qui se crée autour de ton système, de ton entreprise, et c'est clairement ce qu'on a poussé parce qu'on pense que, vu que le marché du Cambodgien est petit, vu qu'il est petit, que son marché interne est encore plus petit, c'est-à-dire qu'il n'est pas hyper consommateur, qu'il n'a pas forcément encore énormément de pouvoir d'achat, en fait, le seul salut que tu as à développer sur le long terme, c'est la diversification. Donc en fait, utiliser les mêmes ressources, diversifier-les, et surtout, une fois que tu as toutes tes ressources de mise en place, tes verticales de mise en place, tu peux partir à l'étranger, et c'est ce qu'on est en train de faire justement avec Maxime là, au Laos. C'est choisir du coup quelle verticale tu lances en fonction du marché où tu vas. Tu vois, t'arrives là le cas est quand même assez simple, c'est qu'en fait on est arrivé petite mission d'exploration l'an dernier en avril pour le Laos, et parce que voilà, on voulait voir comment gérer 2 pays à la fois et apprendre les process, faire des erreurs, etc. Et on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus vite, mais surtout qu'on pouvait choisir, est-ce qu'on lance 1000 temples en premier, ou est-ce qu'on lance Grocery Delivery en premier, ou les autres qui sont en train de mettre en place. D'accord. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est une unicité que t'as pas besoin de créer quand tu es dans d'autres pays. T'as pas besoin d'aller aussi loin pour rendre un modèle scalable. T'as pas besoin d'aller aussi loin dans les efforts de business modeling pour te développer. Et c'est là où moi j'appelle ça en fait bac à sable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le côté préparation, amélioration et développement qui te permettent de couper énormément de coûts le jour où tu scales. Bien sûr. Donc ça vous permet le fait de faire beaucoup de A/B testing. En fait, vous allez vous dire, tiens, on va lancer plutôt A sur un marché, plutôt B sur un autre, selon l'intérêt du marché. Tu parlais beaucoup des ressources, justement. Est-ce que c'est facile on en est où côté ressources et talents au Cambodge aujourd'hui? C'est facile de recruter des gens pour des sociétés tech, ou est-ce qu'il faut que tu les importes, ou comment tu fais? Oui, on a un conteneur qui arrive par mois. non, on est plus sur du. Ce qui est vraiment top là pour le coup au Cambodge, c'est que c'est un pays où les gens parlent beaucoup anglais. Ouais. Ça, tu vois, au Vietnam, en Thaïlande, et ça a vraiment fait la différence aussi pour moi quand j'ai choisi le pays. C'est le côté où tu arrives dans le pays, tu peux très bien te débrouiller qu'en parlant anglais. C'est pas forcément, je veux dire, moi ça me dérange pas d'apprendre la langue locale, mais c'est vraiment le côté adaptable pour le business. C'est que tu peux dire, voilà, il y a déjà une compétence de base qui est acquise, alors que tu n'aurais pas du tout la même chose quand tu vas en Thaïlande ou au Vietnam. Bien sûr. Une ouverture sur le monde aussi qui te permet de faire que voilà, tes staffs seront un peu plus exposés à l'international. Et du coup, ça c'est vraiment pas mal. Après, en termes de techniques, enfin tout ce qui va être technique, tu as pas mal de 3D. Enfin, ils sont pas mal basés sur la 3D, sur du modeling, etc. Donc, on va dire que sur certains domaines, c'est utile. Sur le développement, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de boîtes de dev ici. Qui produisent majoritairement, on va dire, pour les marchés européens et américains. Okay. Mais ce qui est bien, c'est que souvent, donc, c'est des ingénieurs, on va dire, européens, des founders européens qui vont entraîner, qui vont former des équipes, ce qui fait que ça monte pas mal le niveau, parce que quand eux, ils ont une entreprise, on parle de batterie quand même de développeurs, quoi. Ouais. Donc ils les prennent en démarrage avec très peu de connaissances, et après, il y a vraiment des compétences qui se développent. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir un marché quand même assez solide quand on parle de recruter des développeurs ici. Après, les prix fluctuent pas mal avec le marché. Mais c'est plus encore une fois influencé par les boîtes de services qui font du développement que par les startups et la startup scene, quoi. Bien sûr. Tu trouves quand même des bons talents, et voilà. Après, une fois qu'il y a un bon pilotage, je dirais un peu comme partout, ça permet d'avancer assez vite. Avec toutes les boîtes que tu vois, tous les projets que tu vois, alors t'as lancé ta propre boîte qui est The Method, ça c'est clair. Mais toi, est-ce que tu aurais envie de lancer un projet, te mettre dans un projet en parallèle, mais tu vois, une solution comme ces boîtes que tu accompagnes aujourd'hui, parce que tu dois voir plein de potentiel sur le marché. En fait, on voit plein de potentiel. C'est hyper intéressant. On a beaucoup, je dirais, d'implications dans beaucoup d'entreprises, et en fait, je dirais que oui, ok, on voit beaucoup de trucs. Le problème, c'est qu'on a une ambition qui est d'aller vraiment beaucoup plus loin, on va dire, avec méthode, mais plus dans la partie, en fait, d'accompagner de mieux en mieux. Et ça, en fait, tant que le chantier sera pas fini, on considérera pas qu'on pourra lancer un truc à côté par nous-mêmes. Après, par exemple, quand on parle il y a des projets internes, en fait, qu'on lance.
qui sont, par exemple, là, on est en train de travailler sur une solution plutôt tech, mais qu'on commercialisera pas en fait en dehors des services qu'on donne à nos clients directement, qui seront là pour en fait améliorer le suivi sales and marketing, par exemple. Donc en fait, ce sera un espèce de, on a déjà travaillé, on a déjà les drafts et on est déjà en train d'attaquer ça, mais en gros, l'idée c'est de partir sur un espèce de CRM / dashboard qui te permet de suivre un petit peu tes leads, de travailler un peu tes suivis social media, etc. Donc en fait, si tu veux, ça va être des produits tech qu'on s'inspire et qu'on travaille en plus avec des startups de notre réseau. Ça c'est vraiment le plus sympa, c'est qu'en fait on crée beaucoup de synergie quelque part. On travaille avec énormément d'agences externes, on travaille aussi avec beaucoup d'entrepreneurs, ce qui fait que les idées se créent vite. Mais en fait, on essaie d'éliminer celles qui sont pas directement liées à notre secteur d'activité tout de suite, parce que en fait on considère que même si le marché est jeune, il y a encore énormément de boulot dessus. Et qu'on a aussi énormément de crédibilité à gagner. Il faut qu'on travaille beaucoup plus pour se faire connaître et en tout cas toucher plus de marchés, etc. Donc en fait, les projets qu'on voit, on les garde pas forcément sous le coude. On essaie surtout de les mettre en relation avec les bonnes personnes pour qu'ils puissent le mettre en place. Et si c'est lié vraiment à notre cœur de métier, en fait, on va essayer de les intégrer. Mais en gros, je dirais, il y a pas de mince, on a vu ça, j'aurais pu le faire plus tôt. Non, parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment dans cette perspective. Justement, on en parlait tout à l'heure un petit peu en préparation et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est que vous développez beaucoup de choses en interne, c'est-à-dire que de méthodes au niveau des services que vous proposez, en fait, ça continue à évoluer parce que le marché évolue aussi, que vous rencontrez des boîtes avec des besoins différents et donc vous vous adaptez. Comment vous faites aujourd'hui en interne pour ne pas vous éparpiller et ne pas commencer à créer des projets tous les mois et on avait parlé justement que cette année vous aviez fait beaucoup de tests et que ensuite vous avez tiré des conclusions. Comment vous arrivez à garder la tête froide en fait par rapport à tout ça et à vous remettre en question? Ça peut être hyper bateau comme réponse. Enfin, je veux dire, c'est très basique comme, enfin, tout le monde te le dira de la même façon. C'est la vision quelque part que tu y as et le focus que tu y accordes. Cette année, en fait, 2018 pour nous c'était une année vraiment test. On a investi beaucoup d'argent surtout dans la RH parce que c'est ce qui nous, en tout cas, nous différencie. Et en gros, on a investi sur beaucoup de projets. Enfin, on a testé beaucoup de projets internes pour essayer de comprendre notre environnement. En fait, c'était ça le plus important pour nous. C'est de comprendre quels sont les acteurs. En fait, on savait très bien que oui, il y avait des investisseurs, oui, il y a des startups, oui, il y a des corpos. On voulait voir comment ils réagissaient entre eux, quelles étaient les attentes de chacun par rapport aux autres. On a essayé de tout comprendre sur différentes régions. Donc après, on n'a pas tout compris, très loin de là. Mais disons qu'on a vu assez sur plusieurs topics, sur plusieurs sujets pour trancher. Et en fait, là où on a tranché, c'est simple, c'est sur qu'est-ce qui apporte le plus d'efficacité à ton client. Parce que en fait, c'est ça notre promesse quelque part. C'est pas quand on a commencé méthode avec mon associé Alex, on s'est pas dit tiens, on va faire une solution facile pour se faire pas mal d'argent. Bien sûr qu'il y a toujours le côté financier quand on lance une entreprise et penser au long terme, mais ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, et je pense même à des amis de la communauté shanghaïenne qui m'ont vu avec mon premier projet, ça a jamais été, on va dire, le cœur n'a jamais été basé que sur l'argent, il a été plutôt basé sur une espèce de conviction qu'on peut aider des entrepreneurs à aller plus vite dans leurs activités parce que ce qu'ils font c'est juste génial quoi. Et du coup c'est un petit peu ça qui fait la différence entre qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas. On a eu notamment, on en parlait, on avait même travaillé un peu dessus ensemble Greg cette année, c'est le Startup Tour. On s'était dit voilà c'est super, il y a pas mal de tours aux États-Unis qui sont faits pour des startups européennes qui veulent aller voir le marché américain. On s'est dit pourquoi pas faire un peu la même chose en Asie. Et en fait, quand on se rend compte que le marché est vraiment en Asie différent, mais à 400% de ce qui se passe en Europe ou de ce qui se passe aux États-Unis, c'était pas le problème de vendre des tickets pour les faire venir, etc. Mais c'était plus la réponse de est-ce qu'on a envie de donner ça aux gens? Parce que quelque part, c'est pas seulement je vais prendre ton ticket et je vais m'occuper de te faire rencontrer plein de gens en Asie, etc. C'est plus est-ce que tu vas pouvoir en tirer quelque chose d'utile. Et le problème, c'est que le marché asiatique, comme tu le connais très bien, il est hyper segmenté, mais surtout quand une entreprise, même traditionnelle, on va dire pas forcément une start-up, mais une entreprise veut s'implémenter en Asie, elle va avoir besoin de trouver soit des joint ventures, soit des partenaires de distribution. Et c'est 90% des cas quelque part. Et du coup, c'est pas forcément la même chose dans différents marchés. Et du coup, nous, on s'est dit, voilà, ça sert à rien de promettre aux gens qu'en passant par nous, ils arriveront à entrer dans le marché asiatique parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, on n'avait pas forcément envie de dire, voilà, achète un ticket et après, je vais te revendre des services derrière pour que tu passes par moi, quoi. Donc c'était donc en fait, là, c'est pareil, en fait. C'est qu'on aurait très bien pu faire un revenu stream de ça et puis le faire tous les 6 mois, tous les ans, voilà, on avait pas mal de leads pour ça en Europe et même au Middle East, au Moyen-Orient, mais en vrai, on s'est juste dit voilà, est-ce que c'est le focus qu'on veut donner, est-ce que c'est la promesse qu'on veut donner, est-ce que c'est la vision
qu'on a établi depuis le début, Ouais. la réponse était non. Donc en fait, on a fait la différence et le tri à ce moment-là. D'accord. Comment du coup, par rapport à ça, en fait, ça demande une certaine maturité et de devoir d'avoir des idées assez claires en fait de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez faire et ce que vous voudriez pas faire. Et du coup, comment tu continues toi à te former au jour le jour sur ton business, c'est-à-dire le développement et le management, la gestion. Est-ce que tu es accompagné de mentors? Comment tu fais? Alors, mentoring, oui, on a un mentor. En fait, on a un mentor principal. Après, on a toujours des amis qui filent des coups de main, qui ont des idées, etc. Mais qui, lui, est dans l'investissement pur à des niveaux un peu vraiment supérieurs aux nôtres, qui est plus dans le private equity, hedge funding. Donc, en fait, là-dessus, c'est plus pour me donner une pensée financière, parce que moi, je suis entrepreneur, on va dire, depuis longtemps. Je me suis spécialisé sur la Chine, mais j'ai pas eu de formation en investissement au-delà de ce que l'école de commerce apporte, quoi, quelque part. Avec une spécialisation en finance, on n'est pas capable d'être un venture capital pour autant, quoi. Donc on a eu pas mal d'apprentissage là-dessus, et ça c'était le plus gros de mon boulot, on va dire en propre, qui était sur les 3 dernières années déjà. Donc on s'est confronté à un maximum de venture capital, beaucoup de données en ligne, beaucoup de cours privés, beaucoup de trucs pour justement s'améliorer. Ça c'est plus ma partie, parce que j'ai un côté plus friand dans la partie stratégie, de la partie investissement et stratégie, et mon associé lui en tout cas est a un background plus advertising, publicité, puisqu'il a bossé pour des grands cabinets, etc., des grosses agences un peu régionales. Il était en Chine aussi. Donc en fait, je dirais que là-dessus, une fois lui, il avait son background, moi je me suis formé sur l'investissement. On essaie déjà de s'auto-former l'un l'autre pour essayer de mieux communiquer avec, parce que mine de rien, quand on arrive en rendez-vous par rapport à une startup, on voit différents points de vue, par exemple. On a différents points de vue et on essaie toujours de les faire communiquer pour essayer d'en avoir le plus utile pour le client, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce côté, on va dire, lui me forme sur un côté, je le forme sur l'autre. Mais après, on a une grosse relation avec beaucoup, on va dire, de startups, d'investisseurs, de corpos, et c'est cette espèce de synergie tout le temps, cette espèce de conversation continue avec tout le monde qui nous forme vraiment à fond sur plusieurs sujets différents. Après, on n'est pas là. Tank, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, il y a forcément une grosse partie. Nous, on a, pour les exécutifs qu'on a, enfin la partie exécutive, ce qu'on a dans l'entreprise, on a une formation, on va dire, plus littéraire qu'on leur donne, avec des exercices de temps en temps sur sur l'évaluation, des tables de capitalisation, des situations de funding, enfin tu vois, des situations comme ça, ou justement après pour la partie stratégie, des scénarios un peu plus opérationnels, avec une entreprise qui a besoin de faire ci et ça, qu'est-ce que tu vas lui recommander. Et pour nous, en fait, on va plus partir sur le côté confrontation de nouveaux business models, de nouvelles idées. Et à chaque fois qu'on a un nouveau truc, penser si est-ce que c'est viable ou pas. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est appelé The Method, si tu veux. Il y a pas vraiment il y a pas de magie, en fait. Il y a que une espèce d'observation que tu peux avoir qui peut, en tout cas jusque là c'est ce qu'on a vu, qui permet de rationaliser un peu tout. Tu vois, de regarder un business model, et en fait oui, il y a souvent des buzzwords qui sortent avec AI, data learning, machine learning, big data. Et en fait quand tu vas commencer à rentrer dedans, tu te rends compte, ok, mais qu'est-ce que tu veux dire, comment tu vas le créer, comment tu vas le faire. En fait, ça te permet de te confronter à des nouvelles idées et à des nouvelles façons de penser. Et après il y a énormément de situations où ces buzzwords sont juste lâchés pour faire justement du buzz. Et après tu te rends compte que en fait non, c'est pas du data, il y a pas encore trop de data analytics pour l'instant, c'est que du data entry, donc c'est toi qui rentres les données une par une, et après tu t'en tires une conclusion, mais en vrai le AI il viendra peut-être dans 5 ans. Et ça on l'a dans énormément de projets, quoi. Donc en fait c'est un peu bizarre, mais c'est le côté, en étant un peu cynique, en étant un peu, on va dire, no bullshit, ça nous permet, on va dire, d'être un peu plus curieux aussi. C'est de dire, ok, je veux juste comprendre ce que tu me dis, je veux pas être juste te démonter ton projet juste pour le plaisir, parce que c'est jamais un plaisir de toute façon de démonter un projet. On n'a aucune légitimité pour le faire, mais c'est plus pour essayer de comprendre comment tu veux construire ton problème, enfin la réponse à ton problème, et pourquoi tu y as pensé, et comment. Ou alors est-ce que c'est juste une espèce d'écran de fumée que tu es en train de construire pour que les investisseurs posent pas trop de questions. Et en fait, c'est un petit peu ça, si tu veux, qui nous permet de nous former au quotidien. D'accord, je comprends bien. Ta famille, tes amis en France, ils comprennent tout ça, ils comprennent ce que tu fais, ils comprennent le choix que tu as fait de rester en Chine quelques années, puis ensuite de partir au Cambodge. Et qu'est-ce qu'ils croient que tu fais en fait aujourd'hui? Ça c'est une bonne question, tu vois, parce que je prendrais peut-être pas le risque de demander à ma mère d'expliquer mon boulot. mais j'espère qu'elle comprend un peu. Non, je pense qu'en fait,
il y a deux choses dans ta question. Il y a la partie, on va dire, expatriation. L'expatriation, ça a jamais été trop un problème parce que j'étais fils d'expat déjà. Enfin, mes parents vivaient déjà à l'étranger. D'accord. Mon père vit encore à Dubaï, mon petit frère maintenant est à Singapour. Enfin, on bouge beaucoup. On a une famille qui a un peu la bougeotte depuis quelques générations. Okay. Donc on n'a pas trop. Enfin, je dirais que ça m'a vachement supporté. Enfin, ça m'a vachement poussé depuis que je suis petit à pas avoir peur de ça, tu vois. D'accord. Après, t'as la partie vivre encore à l'étranger pour y bosser et puis ce que j'en fais. En fait, je pense qu'ils ont un côté très réaliste des choses, c'est ils ont une perspective par rapport à l'entrepreneuriat qui est encourageante. Et ils se disent voilà, bon, l'Asie se développe énormément. Florian, quand il revient en vacances, il a l'air heureux, donc c'est que ça a l'air de bien se passer et qu'il y a un marché quand même pour ce qu'il fait. Donc je pense que ma famille du coup a peut-être ce côté positif parce qu'ils se disent bon, c'est que ça va quoi. Sinon ils savent que je serais assez, on va dire, réaliste pour me dire bon, l'Asie c'est pas pour moi, je serais rentré en Europe et j'y vivrais juste parce que voilà, c'est une façon de penser qui, si aujourd'hui c'est l'Asie, c'est qu'il y a assez d'opportunités et que ça me plaît, et si il y a vraiment un problème, on rentrera en Europe, quoi. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de se poser de questions. Merci beaucoup Florian pour tous ces échanges. Alors c'est vrai que nous on se suit depuis maintenant peut-être bien 3 ans, peut-être même un peu plus. Ouais, ça fait un bail. En tout cas, moi je sais que je t'avais vu, j'avais reçu une invitation pour les premiers, je suis même pas sûr, je pense que c'était déjà un petit peu déjà bien lancé, mais les événements Next Step que tu faisais. Ouais, ça remonte. Ouais. Ça c'était il y a un bail, je crois que c'est quand je vivais à Shanghai entre 2011 et 2012, j'avais trouvé ça juste génial quoi. Et on m'a dit tu connais pas Greg, c'est la personne à connaître. Puis moi, le gamin, tu vois, je disais, faut absolument que je connaisse Greg. Enfin, voilà, donc j'ai toujours eu vachement d'engouement, en tout cas, pour ce que tu faisais, et je l'ai toujours, en tout cas, cette admiration pour ce que tu fais, et le fait que, encore une fois, j'ai une grosse admiration, on va dire, pour les Français qui sont, qui restent en Chine et qui sont depuis un moment et qui se bataillent pour, pas seulement pour un espèce de tourisme prolongé, comme il y en a beaucoup qui le font, mais vraiment pour créer quelque chose, pour pousser les choses, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu avec ce que tu faisais depuis très longtemps et qui m'a même moi motivé en tout cas. Mais c'est vrai que en fait justement dans les échanges qu'on a pu avoir, on a suivi un développement qui finalement est un peu similaire dans l'accompagnement, dans le service et puis je pense aussi dans les valeurs en fait qu'on essaie de mettre en place, dans l'importance de faire une différence par des actions en fait et pas simplement par de la vente et vendre des services et etc. Et c'est pour ça que pour moi c'était vraiment intéressant de t'avoir aussi sur Backstage pour échanger là-dessus, pour te faire connaître parce que je pense que tu mérites à être connu. C'est vraiment gentil. Le travail que vous faites, il est vraiment intéressant, passionnant et c'est que le début. Vous êtes au début de quelque chose parce que vous êtes au début aussi d'une nouvelle région en fait qui est en train de buzzer. On le voit que en Asie du Sud-Est, il y a plein de choses qui se passent et comme de partout en fait, il va y avoir besoin d'aide et d'accompagnement et vous êtes très bien placé pour accompagner et faciliter le développement de ces entrepreneurs. Donc nous on continue à se tenir au courant. Moi j'espère que d'ici 3-4 ans, on refait un point. Alors nous on se parle régulièrement mais tu penses que dans 3-4 ans si on refait un point sur un épisode de Backstage, on se raconte quoi? Tu seras où? Et toi, tu seras où? À mon avis, on sera dans les mêmes bureaux, on travaillera ensemble depuis un moment, et on sera tous les deux contents. Et en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Si tout va bien, et ben partons là-dessus. Si les gens ils veulent en savoir plus sur tout ce que vous faites et même comment dire, peut-être te solliciter pour un accompagnement, je les renvoie vers qui aujourd'hui? Écoute, ils peuvent me contacter directement. Il y a vraiment aucun problème. Je prends toujours du temps de toute façon pour les entrepreneurs, donc il y a vraiment pas de souci. Écoute, tu peux soit mon mail, mes contacts. Enfin, en général, il y a aucun problème, quoi. D'accord. Je les mettrai dans l'article qui illustre cet épisode, et comme ça, ils auront accès à toutes ces informations. Je sais que sur votre LinkedIn aussi, vous êtes très actif. Vous partagez énormément de choses, donc on mettra tout ça. Ok, écoute, Greg, je te remercie encore. Merci encore. Et je sais que là, t'enchaînes les épisodes et à chaque fois c'est toujours aussi intéressant, donc félicitations. Et j'espère que mon épisode sera à l'image de tous les autres que tu as fait avant. C'est certain. Merci encore, Florian. À très bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Continuez la conversation en nous posant des questions sur LinkedIn ou sur les coordonnées que vous trouverez dans l'article qui illustre cet épisode. Florian et moi-même nous ferons un plaisir de vous répondre et si on peut vous accompagner, si vous avez des projets sur l'Asie ou l'ASEAN,
n'hésitez pas à nous contacter, nous poser des questions en amont, ça facilitera les choses certainement pour la suite. Comme je vous l'annonçais dans l'introduction, et puis je crois avoir glissé un petit peu le message déjà dans d'autres épisodes précédemment, mais également sur les réseaux sociaux que je manage et sur la page LinkedIn de Grégory Prud'homme, je lance un tout nouveau show, cette fois-ci en anglais, avec des interviews toujours, mais pas sur le parcours ou comment les gens en sont arrivés là, mais plus sur des problématiques qui me touchent à cœur, puisque mon focus est clairement sur tout ce qui touche la food, le F&B ou la restauration et la food tech. Et ce qui m'intéresse, c'est avec tous les gens avec lesquels je travaille, que je rencontre, les experts, que ça soit des chefs, des responsables produits sur des verticales comme le vin, la bière, les poissons ou autres, mais aussi bien les concepts de restauration et toutes les problématiques technologiques innovantes avec l'influence aujourd'hui du mobile, des KOL, de la livraison avec le tout et tout de suite. On essaye de réfléchir avec les invités que je vais avoir sur comment est-ce que l'un des plus vieux métiers du monde, il y en a souvent un autre, mais on parle aujourd'hui de la restauration, comment l'un des plus vieux métiers du monde finalement peut s'adapter avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles tendances. On le fait en se focalisant sur l'Asie, parce que c'est finalement ici où le marché se développe le plus vite et toutes les innovations technologiques changent le quotidien des gens. On l'a vu avec la sharing economy, avec les vélos, avec le mobile payment, les wallets, etc., etc. Et aujourd'hui, se faire servir des sushis par un robot, à Shanghai, c'est possible et ça va très rapidement devenir relativement courant. Se faire servir un café par un bras robotisé, c'est pareil. Donc, comment tout ça vient influencer les habitudes de consommation. Le nouveau show s'appelle Food Tech Confidential, donc en anglais, comme je vous le disais, avec des interviews de professionnels où on va parler du métier et de leur industrie et des grandes tendances. Donc n'hésitez pas à commencer dès à présent à rechercher Food Tech Confidential. On va avoir plusieurs groupes sur Facebook entre autres, mais aussi sur LinkedIn. Le focus sera clairement sur Facebook et sur Instagram, vous le verrez. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces pages-là qui vont être rendues publiques à l'heure où je vous parle. En attendant, ce show va être lancé dans quelques semaines maintenant. Les premiers entretiens ont déjà été enregistrés. On finalise 2-3 points sur le branding et la mise en page et le site internet qui va aller avec, puisqu'on va aussi délivrer énormément de contenu pour parler des nouvelles tendances côté retail, new retail, comme on parle beaucoup en Chine, mais pas que de la Chine, de l'Asie du Sud-Est beaucoup, et bien sûr intégrer la problématique d'Asie du Nord, Japon, Corée, qui eux aussi ont une approche très différente de la consommation autour de la restauration. En revanche, Backstage continue et un rendez-vous généralement une fois par semaine quand il ne s'agit pas de vacances. On va rapidement passer la barre des 40 épisodes. Merci beaucoup, ça fait 1 an que j'ai lancé Backstage, à peu près maintenant. Si je continue, c'est grâce à vous, c'est qu'il y a des écoutes, il y a des gens qui sont intéressés. Donc je vous remercie et puis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.